Ben voilà, en vous remerciant donc de votre présence à ce que l'on peut considérer dans le département comme un événement, avec la publication donc, de 2 livres, dont je laisserai les auteurs ici présents vous les présenter. Il s'agit donc d'André Tronne pour le livre Noir Dessin et d'Alain Anquet pour le livre La CGT, la guerre d'Espagne et la solidarité des Wawrof, famille espagnole de réfugiés. Voilà, ces 2 ouvrages ont un trait, je dirais, commun, s'ils traitent aussi du fascisme et de l'extrême droite en particulier, et en particulier l'histoire sociale, nous apportent des éléments de réflexion qui peuvent servir aux luttes d'aujourd'hui en faisant référence au mouvement social sur les retraites, pour ne citer que celui-ci, et qui demeure important, et l'issue qu'envisage donc le capital en crise. Là, à la fois le refus de répondre aux exigences sociales, la violence qu'il engendre, l'autoritarisme et bien sûr le terrain d'une société sécuritaire qui glisse le pouvoir actuel à la fascisation de la société. C'est en septembre 2022, lors du 10e anniversaire de notre institut, que nous avons démontré l'ampleur et d'aider, comme institut de l'histoire sociale, les travailleurs. Voilà, si vous voulez, l'historique, le pourquoi de ce livre, au départ, mon père a été combattant dans les brigades internationales dès 1936. Il est parti de Toulon pour s'engager dans les brigades. Et j'ai découvert, lors du décès de ma maman, des archives de l'amicale des anciens volontaires en Espagne républicaine. Ces archives m'ont donné l'idée de faire des recherches sur les Varois qui avaient participé aux brigades internationales. Puis, au bureau de notre institut, on a réfléchi à l'idée que Yves vient de l'évoquer, dans le cadre de la situation actuelle, de la montée des idées d'extrême droite, notamment dans notre département, il serait peut-être intéressant de faire un lien avec l'action de la CGT durant la guerre d'Espagne, en solidarité au peuple espagnol et contre le fascisme. Donc, à partir de là, le livre que j'ai écrit, qui est préfacé par Maryse Dumas, qui est une ancienne secrétaire confédérale de la CGT et qui est aujourd'hui membre du bureau national de l'IHS-CGT. Le livre se divise en 2 parties. D'une part, l'action de la CGT au niveau national pour venir en aide au peuple espagnol et à la République espagnole, avec plusieurs épisodes importants. Alors, toute la solidarité générale avec les collectes pour fournir des armes, pour fournir des vêtements, pour fournir de la nourriture, etc. Un épisode très important qui est l'accueil des enfants espagnols en France, qui est un des axes essentiels de la CGT dans cette période-là. La mise en place avec le Parti communiste d'une compagnie de navigation pour acheminer les armes et les munitions, mais également pour aider à l'évacuation des réfugiés espagnols. Et puis l'accueil des réfugiés à la fin de la guerre civile, en 1939, en France. Et puis bien évidemment le rôle de la CGT dans les brigades internationales. Ceci, c'est la première partie du livre. La deuxième partie est consacrée au département du Var. J'ai effectué, avec l'aide de mon épouse d'ailleurs, de nombreuses recherches dans les archives départementales à Draguignan. J'ai épluché toutes les archives de la police. Tous les jours, les policiers envoient des rapports au préfet. Donc, de 1936 à 1939, nous avons épluché toutes les archives
de la police consacré à ce qui s'est passé dans le département du Var en lien avec la guerre d'Espagne. Il y a une spécificité varoise par rapport au contexte national? Pas vraiment de spécificité, non. Le Var a participé au même titre que les autres départements, en dehors des départements frontaliers en Espagne, qui ont joué un rôle très particulier. Les Pyrénées-Orientales, les Pyrénées-Atlantiques, etc., ont eu une place plus importante. Au même titre que la région parisienne, avec la force de la CGT en région parisienne, a été importante. Je rappelle quand même que la CGT comptait près de 5 millions d'adhérents à cette époque-là. Donc c'était une des forces essentielles au sein du Front populaire. Mais dans le Var, il n'y a pas eu de spécificité par rapport à l'action de solidarité. Par contre, alors, moi je suis parti un peu différemment des autres auteurs, qui lorsqu'ils parlent de la fascisation ou du fascisme, ou du néofascisme, parlent, je dirais presque exclusivement des partis qui sont censés l'incarner aujourd'hui. Moi, je n'ai pas fait du tout cette démarche. J'ai d'abord essayé de comprendre pourquoi, je ne suis pas le seul, mais pourquoi ce processus de fascisation, à un moment donné, dans un système qui se prétend démocratique, peut surgir justement un épisode où il y a un changement quant à la façon de gouverner et un comportement, je dirais, qui peut surprendre. Mais j'y reviendrai, en fait, là, on peut faire un parallèle d'autre manière avec ce qu'il se passe aujourd'hui dans les pays industrialisés, prétendument démocratiques. Vous semblez dire que les actions de gouvernement peuvent être fascistes, certes, mais qu'il y a eu un fascisme dans les esprits qui a irrigué jusqu'à l'économie, et qui irrigue jusqu'à l'économie. Tout à fait. Et donc, dans une première partie du livre, j'essaye de voir comment le capitalisme, car bon, nous sommes quand même dans une société capitaliste, je dirais d'autant plus que maintenant le système s'est mondialisé, et que les prévisions de Marx à l'époque de la concentration des capitaux qui arriverait justement à un système mondialisé se vérifient, c'était quand même assez prémonitoire, je dirais. La première partie, donc, c'est le capitalisme dans tous ses états, et essayer de comprendre donc, pourquoi, à un moment donné, ce système, finalement, finit par générer la fascination. Alors, la question, voilà, donc, toute la première partie, c'est une étude sur ce capitalisme en crise à plusieurs époques. Alors, je pars de la première grande dépression, 1873-1893, qui va générer la grande crise de la Première Guerre mondiale, qui est purgée, disons, par la Première Guerre mondiale. 1914-1918, c'est factuellement, donc, disons, ce processus par lequel on arrive à la fascisation, enfin, bien qu'à l'époque, ce processus n'est pas qualifié en tant que tel de fasciste. Le fascisme viendra, je dirais, en 1921, en Italie, à la faveur, bon, j'y reviendrai dans la deuxième partie du livre, de théoriciens et de philosophes dont on parle peu, mais qui, de mon point de vue, ont un impact considérable dans la venue de ce fascisme. Car, et là je fais une parenthèse, dans toute situation historique, il y a toujours, à mon avis, trois dimensions qu'il faut prendre en compte. La première, c'est une dimension théorique. Le communisme, la tentative, disons, du communisme, c'est toujours appuyé sur une théorie que Marx lui-même n'avait pas qualifiée de marxiste, puisqu'il ne se qualifiait pas de marxiste, mais qu'on a qualifié de marxiste, ou de marxisme-léninisme. Il y a toujours une théorie. Si on prend la guerre d'Espagne, la théorie, je dirais, essentielle qui s'exprimait à travers ça, c'était une théorie anarchiste. Donc il y avait Bakounine, il y avait Kropotkin, enfin, il y avait plusieurs idéologues, mais il y a toujours à l'origine une théorie. Ensuite, il faut un événement.
Il faut un événement. Et là, l'événement, pour moi, c'est la crise. C'est la crise. Hein. Et ensuite, se construit un processus qui prend appui sur ces deux dimensions. Et c'est exactement ce qu'on vérifie aujourd'hui. Et justement, moi, dans mon livre, ce qui m'a surpris, c'est que la plupart des auteurs qui écrivent sur le processus de fascisation ne partent absolument pas de la crise du système capitaliste. On la situe toujours par rapport au parti, Front National en France ou ailleurs, qui ont un rôle important. Hein. Je ne les minimise pas. Non, mais vous vous situez en amont, c'est-à-dire. Mais je me situe en amont, tout à fait. Je me situe en amont. Parce que baccalauréat, bien que les contenus de l'école ne forgent pas forcément une conscience de classe, loin s'en faut, mais quand même, il y a des éléments de compréhension plus grands par ces études qu'ils ont fait, de comprendre mieux la situation. Et d'autre part, et là aussi c'est un des aspects du livre, ce que j'appelle l'époque ou la phase du fascisme, j'appelle ça le fascisme civil. Le fascisme civil pour le démarquer, je dirais, donc voilà, on est dans une période de ce que j'appelle le fascisme civil, qui s'attaque principalement donc, à déconstruire les acquis sociaux, et en particulier le service public aussi, hein, dans son ensemble. C'est-à-dire tous les acquis finalement de 1945. Hein. Tout ce qui a été le service public avec l'EDF, avec les transports, la SNCF, la recherche, il faut voir. Parce que quand on est dans un système qui ne fait pas ce qu'il faut pour que ces citoyens puissent avoir une couverture sociale suffisante, enfin, donc, vous voyez bien que le fascisme civil, c'est un moyen de gagner d'autres marchés, de transformer la façon dont les travailleurs sont couverts du point de vue des droits, et donc permet de retarder d'une certaine manière cette crise de surproduction, de lui trouver encore par des biais un certain prolongement. Mais voilà. Alors, je terminerai simplement en disant qu'il y a des théoriciens sur lesquels le fascisme s'est appuyé. Alors je prends essentiellement Giovanni Gentile, qui est le théoricien du fascisme italien, qui est le fascisme original, je pourrais dire. Gentile, c'est pas alors à le regarder de près, donc c'est ce que je vois dans le livre. Il y a une actualité dans ses propos, actualité dans ce qui se passe aujourd'hui comme processus de fascisation, qui est très troublant, particulièrement troublant. Et c'est bizarre parce que ce philosophe, qui a été d'ailleurs dans le gouvernement de Mussolini, il a été ministre de l'Éducation nationale de Mussolini, il a accepté aussi le racisme, parce qu'au début, le fascisme italien ne s'est pas construit, c'est un peu la particularité, c'est pas construit directement en s'appuyant sur des concepts fascistes, c'était plutôt des concepts, je dirais, d'ailleurs il va chercher dans la romantique les concepts, parce que l'Italie, vu son histoire... Déjà tous les faisceaux, la notion de faisceau voilà, aussi. La notion de faisceau, effectivement, qui avait été quand même reprise par les grèves en Sicile, mais qui vient de la romantique, effectivement. Enfin, donc on a une théorie. Cette théorie est très actuelle, quand on la regarde de près. Très actuelle, pourquoi? Parce qu'elle se définit comme un processus vraiment qui s'inscrit dans le capitalisme et qui veut le prolonger. Et qui donne des moyens de le prolonger à travers, je dirais, des concepts de rapport de force, de guerre, et c'est un peu ce qu'avait fait Mussolini à travers le corps. Le corps CAUR en Suisse. Et Mussolini avait pensé que c'était très important de cette période historique de rassembler tous les systèmes fascistes pour pouvoir faire un bloc et essayer d'avancer ensemble. Et bien là, Bannon fait exactement pareil. Il a créé ce mouvement. Et alors, parmi les adhérents, c'est ce qui est intéressant de voir, intéressant et inquiétant. Bien entendu, il y a la Hongrie, la Pologne, ça c'est sûr, mais au-delà il y a l'Italie. Il y a l'Italie, bien sûr, et avec maintenant. Elle avait adhéré déjà en 2018.
Fratelli d'Italia, les frères italiens, ou les frères d'Italie, mais maintenant les premières ministres. Et il faut voir comment elle peut se permettre, dans la communauté européenne, dans l'Union européenne, finalement, est accueillie à bras ouverts. Et comment, là aussi, il faut bien voir comment les choses se passent dans la fascisation. On les traitera jamais de fascistes, réellement. On préfère utiliser le terme d'ultra-droite, d'extrême-droite, etc. Mais non, ce sont des fascistes. L'Italie, aujourd'hui, est gouvernée par une fasciste. Et c'est pas simplement parce qu'elle adhère aux prémices qui avaient été avancées par Gentile et reprises par Mussolini, c'est parce que les décisions qu'elle va prendre sont des décisions particulièrement fascistes. Et on le voit notamment à partir des immigrés. Mais, comme on le sait, et le processus l'histoire du fascisme le montre, ils avancent toujours masqués. Et c'est toujours par étapes. On ne dévoile jamais d'une manière radicale les objectifs. Hitler avait fait de même.